Donc, comme ça a été dit juste avant, ce soir, on va parler Git. On va pas parler Flutter, enfin si un petit peu, très légèrement. On va plus y faire des légères références. Mais il faut savoir que donc, comme n'importe quelle technologie, Flutter, le Git, je veux dire, est important. Flutter aussi est important. Je me présente rapidement. Alors, la photo n'est plus du tout à jour, mais il y a eu des reshoots depuis. Développeur mobile depuis 2013, donc 2013. Il y a eu des cheveux en moins depuis, et de la barbe en plus. Je développe Android, iOS et Flutter, et j'ai travaillé pour pas mal de boîtes différentes, que vous connaissez ou pas, par ailleurs. Normalement, il y en a quelques-unes que vous connaissez quand même. Voilà. Et du coup, on va parler de Git. Alors, on va poser quelques questions pour commencer. Levez la main ceux qui estiment galérer régulièrement sur Git. Quelques-uns. Et maintenant, la version honnête? Non, je plaisante. Non, Git, souvent, en tout cas, c'est ce que je constate dans beaucoup d'équipes que je rejoins, c'est la bête noire de pas mal de gens. Généralement, on ne sait pas trop comment ça marche, on ne sait pas trop quelles sont les commandes. Et la base, c'est-à-dire ça va faire un commit, un add, un pull, un push, bon, ça, j'imagine que tout le monde sait le faire. A priori, si vous avez au moins travaillé sur un projet informatique dans votre vie, il y a des chances que vous l'ayez fait, à moins que vous soyez depuis 10 ans sur SVN. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que c'est SVN ou je suis si vieux que ça? VS, oh, oui. C'est CVS. Enfin, ouais. Donc voilà, donc Git, je vous rassure, c'est pas simple. Et y compris pour moi. Parce qu'à la base, quand j'ai commencé, je n'étais pas spécialement bon en Git. J'étais pas spécialement plus doué que la moyenne. Mais à force de creuser, à force de chercher un peu les options, les éléments qui composent justement ce framework, cet outil, pour appeler ça plutôt, eh ben, on commence à y trouver des choses sympathiques. Mais en trouvant des choses sympathiques, on y trouve aussi tout un tas de difficultés. Et comment dire? On va dire que le site de Git n'est pas la source numéro 1 que je conseillerais si vous souhaitez en apprendre plus sur Git, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très intuitif. Et une des grosses difficultés, c'est que... pourquoi c'est figé là-dessus? Ah. Allô? Ah, ça c'est figé. J'espère qu'on n'aura pas le faire tout le temps. C'est bon. Donc, l'idée, c'est que c'est facile de faire des erreurs avec Git. D'où une certaine appréhension de la plupart des développeurs à utiliser les fonctionnalités les plus avancées de Git. On va en parler. Hop là. On va éviter que ça tombe. Voilà, c'est casse-gueule. Et ça peut mener à des désastres quand c'est mal exécuté. Mais heureusement, je vais vous parler de tout un tas de choses pour vous faire un peu monter en compétence sur Git et vous faire sentir un peu plus au-dessus de la moyenne des développeurs en termes de gestion de vos branches, de gestion de votre configuration. Ne rien oublier sur la configuration, gérer vos branches, réparer ses erreurs. Ça, vous verrez, c'est un chapitre qui est intéressant. S'y retrouver dans son historique Git, et ce sans utiliser d'interface graphique. Je pense que la plupart d'entre vous utilisent, je sais pas, les outils JetBrains, SourceTree ou autres. Voilà. Il y en a combien qui font ça strictement en ligne de commande? D'accord, mais il y en a quand même quelques-uns. Je m'attendais presque à ce qu'il n'y ait pas de bras levés. Mais, alors, mauvaise nouvelle, mais je vous expliquerai pourquoi. Il n'y aura pas d'interface graphique. Là, je vous montre que des outils en ligne de commande. Pourquoi? Parce que je veux revenir à la base et essayer de vous expliquer fondamentalement c'est quoi les commandes qui sont exécutées. Parce que, en fait, quand vos interfaces graphiques vont vous présenter des options, en fait, souvent, elles vont faire des appels à des fonctions Git existantes, mais souvent avec tout un paquet de paramètres jusqu'à ce que ça prenne, par exemple, 3 ou 4 lignes. Et ça fait des fonctionnalités qui paraissent plus avancées sur Git, mais en fait qui n'existent pas de base sur Git, qui existent uniquement avec les propriétés, avec les arguments supplémentaires qu'on peut y passer. Enfin, on va y venir.
Et je parle vite fait d'entretenir son repository, mais de toute façon, vous ne le ferez pas. Soyons honnêtes. Alors, comment on configure Git? Donc déjà, comment on crée un projet Git? Vous êtes dans votre dossier, vous êtes dans votre terminal. Est-ce que vous vous souvenez de la commande? Git init, oui, exactement. Mais est-ce que vous savez une des bonnes pratiques à faire juste après avoir fait le Git init? Faire un commit. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, il y a besoin de faire un commit et grâce à cette commande-là, vous pouvez faire un commit sans rien committer. Vous pouvez faire un commit à vide. Pourquoi? Parce que dans Git, le premier commit est le seul commit qui, peu importe ce que vous ferez, ne peut pas être modifié. Donc ça veut dire que si vous balancez tout un tas de trucs et que vous dites après coup, mince, j'ai mis des trucs qu'il fallait pas que je mette, bah, vous êtes bon pour refaire des commits pour corriger derrière, voire à recommencer votre repository, ce qui est un peu dommage. Donc ça nous donne quelque chose dans le genre. C'est quand même pas très pratique. Hein. C'est surtout retenir tout ça, le taper de tête, bof, c'est un peu long. Mais heureusement, et je vais présenter la première fonctionnalité un peu cachée de Git, en tout cas qui n'est pas très connue, les alias. Que Git a un nombre fini de commandes, mais avec ça, vous avez un nombre infini potentiellement de commandes. Vous pouvez totalement dire avec git config, je définis un alias global, je vais appeler push f, et qui va faire un push force. Et bien sûr, je peux mettre beaucoup plus de choses, je peux mettre plein de paramètres. Et s'il y a des commandes un peu complexes que vous tapez régulièrement, je transmettrai le PowerPoint avec les sources à la fin, si jamais. Et voilà. Et derrière, il y a juste à appeler git push f et ça va exécuter ce que j'ai passé en paramètres. Donc, si on reprend notre ligne d'avant pour l'initialisation, eh ben, on peut définir notre alias qui va s'appeler setup, qui va exécuter cette commande-là. On appelle git setup et il va nous faire le init et le premier commit. Et on peut, sur la majorité des... Pourquoi je vous présente ça en premier? Parce que je vais vous présenter beaucoup de lignes de commande qui vont sembler à rallonge. Bah avec ça paraîtra un peu moins compliqué. Vous vous dites, vous rentrez chez vous demain, vous dormez ici ce soir. On ne vous l'a pas dit. Vous rentrez chez vous, vous vous amusez un peu sur votre machine à faire des alias, à faire des trucs comme ça, et toutes les fonctionnalités un peu complexes que je vous ai présentées, bah pouf, un mot-clé et c'est bon, vous les utilisez. Et c'est extrêmement pratique. Ça n'a rien à voir pour tout de suite, mais c'est un des trucs que je fais très très rapidement, notamment sur un nouveau PC. Je configure mon Git pour que l'éditeur de base soit nano. Parce que, désolé pour ceux qui utilisent Vim, je ne suis pas dans votre camp. Voilà. Moi, j'exécute plutôt ces commandes-là, généralement. Ensuite, parlons d'autre chose. Alors ça, vous l'utilisez peut-être, notamment... Alors, vous l'utilisez peut-être. Est-ce que ça parle à quelqu'un, les hooks? Quelques-uns, quand même. Il y a quelques personnes. Les hooks, c'est des scripts que vous pouvez faire tourner sur un événement Git classique, type commit, pull, push. Il y a tout un tas de fichiers possibles, une dizaine, je crois à peu près. Un peu plus d'une dizaine. Et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez là-dedans. Un des usages classiques, c'est par exemple s'assurer que vos tests unitaires passent, s'assurer que votre projet build bien, s'assurer qu'il n'y a pas d'oubli dans de la documentation, etc. Il y a moyen d'aller très très loin avec ce genre d'idée. Mais moi, je suis resté sur un script assez basique, par exemple, un script bash traditionnel, qui va juste vérifier avec une commande git que mon email d'utilisateur est bien configuré avec mon git config. Ce qui, de toute façon, sera demandé par une interface graphique et il demandera est-ce que vous mettiez votre email, etc. Ou même directement en ligne de commande, il demandera. Mais là, au moins, il vous empêche de faire n'importe quoi et vous oblige à vérifier. Bon. Bien sûr, pour l'exemple, c'est pas forcément le plus pratique, enfin le plus intéressant à faire, mais vous voyez l'idée. Dans le point Git du projet. Là, par contre, les alias, c'est global, c'est sur tous les projets. Par contre, les hooks sont vraiment propres à un projet. Et bien sûr, il y a des moyens de bypasser les hooks. Donc, ce n'est pas une sécurité absolue. Il est tout à fait possible de faire des commits et des push avec un argument qui s'appelle noVerify, qui fait que les hooks ne sont pas déclenchés. Et autre chose, comme les hooks se placent dans le dossier .git, le .git, normalement, si vous avez bien fait votre boulot, il est dans gitignore.
Et du coup, ils ne sont pas transmis dans l'équipe. Heureusement, il existe des gestionnaires de hooks, un peu comme il y a des gestionnaires de version pour tout n'importe quoi, qui vous permettent de partager au sein de votre équipe les différents hooks que vous utilisez. Allez. J'allais dire, on va manipuler les pizzas, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On garde la fin pour plus tard. Non, on va manipuler des branches. Et pour manipuler ces branches, normalement, vous connaissez cette commande-là. Sauf que le git checkout dans la commande checkout, elle ne fait pas que créer des branches, elle permet aussi de changer de branche. Elle permet de réinitialiser les changements d'une branche, de faire un reset, se placer sur une branche détachée. Donc ça, c'est quand vous faites un cherry pick, notamment, que vous allez chercher un commit avec son ID, de gérer des merges, d'annuler les ajouts faits avec git add, de gérer les caisses de magasin et de payer l'hôtel en partant. Donc voilà, a beaucoup de responsabilités et l'équipe de Git a vite compris ça. Du coup, ils ont créé d'autres mots-clés qui, eux, sont beaucoup plus spécialisés. Par exemple, il existe 3 façons, en tout cas connues, de créer une branche. Et ça, c'en est qu'une seule d'entre elles. Est-ce que vous connaissez la deuxième? Git branch. J'aurais dû la mettre en deuxième, du coup. C'est la troisième. Mais il y en a encore une autre qui est un petit peu moins connue. C'est Git switch. Qui, à la base, est une commande qui est là pour changer de branche. Mais avec le "-c", avec l'argument "-c", ça permet de créer une nouvelle branche également. Et effectivement, Git branch. Est-ce que vous connaissez la différence entre ces deux-là et celle-là? C'est ça. Il va pas te positionner sur la nouvelle branche. Alors que le checkout et le switch le font. C'est la différence majeure là-dessus. Je vais voir un peu mes animations, c'est bizarre. Donc, changer de branche, bah pareil, on peut toujours utiliser checkout à nouveau, mais on peut directement utiliser switch sans le tirer C cette fois. On se change de branche. Et un truc un peu moins connu, c'est qu'il est possible de basculer d'une branche à l'autre avec juste un tiret. C'est-à-dire que vous ne mettez pas le nom de votre branche. Si par exemple vous faites des allers-retours d'une branche à l'autre parce que vous voulez comparer du code ou quelque chose, bah vous pouvez juste mettre un tiret à switch et il est capable de se souvenir de la dernière branche que vous avez utilisée. Ah, les animations fonctionnent cette fois. Voilà. Donc, le commit. Bon, ça, c'est un énorme apprentissage, je pense. Hein. Voilà. Non, vous n'avez jamais vu ça. Je ne vous explique pas ce qu'est Git status, j'imagine que vous voyez à peu près ce que c'est. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin que je leur explique? Un petit rappel. Status, ça présente l'état courant de son repository, de sa branche locale. Je vais y revenir un peu après parce que justement, il y a des subtilités. Mais globalement, ça montre l'état de ta branche et de qu'est-ce que tu as modifié concrètement dans ton code. Et là, maintenant que vous avez fait un commit, vous allez faire un push. Et imaginons, il y a un conflit. Enfin, non, même sans imaginer qu'il y a un conflit, vous avez fini votre branche, vous avez push votre branche. Cette branche, il faut la ramener sur votre branche développe ou votre branche main ou master. Enfin voilà, il faut la rapatrier. Et là, il y a 2 écoles. La team merge, levez la main. Ouais, pas tant que ça, je m'attendais à plus. La team rebase. Ah ouais, donc le rebase a vraiment bien progressé. Tu peux demander les gens qui ont souvent des problèmes avec Git pour voir la comparaison. Non, mais ça peut être marrant. Bah, ça va être un peu le gimmick. Hein. Globalement, hein, Git merge, c'est facile, mais c'est le bordel. Git rebase, c'est propre, mais tu peux foutre le feu. Petit rappel de la différence entre les deux. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec la différence entre le merge et le rebase? On va faire un petit rappel quand même vite fait. Un merge, la principale particularité, c'est que quand je veux rapatrier une branche de feature sur ma branche main, je crée ce qu'on appelle un commit de merge qui va venir tout rassembler, tout mettre en lien, en rapport. Ce qui a l'avantage d'être très simple d'utilisation, et c'est d'ailleurs souvent par là qu'on commence quand on apprend Git, on commence par faire des merges. Et ça permet aussi, un autre avantage qu'on oublie souvent, c'est que ces commits de merge permettent de savoir quand une branche a été merge.
qui ont été créées. Le souci, c'est qu'il y a aussi, en termes d'historique, des problématiques par rapport à ça, par rapport à l'ajout des commits de merge, notamment par rapport à certains outils qu'on verra un peu plus tard. Et derrière, quand on doit regarder l'historique des commits, c'est vachement plus complexe parce qu'on a des branches qui partent de partout, en fait. Là où avec le Rebase, on ne va pas avoir ce souci-là parce que l'objectif, c'est de venir vraiment aligner tous nos commits sur un même flux, de façon à avoir un historique qui soit propre, qui soit linéaire, et d'avoir l'intégralité des features qui se chevauchent les uns les autres. Mais forcément, c'est plus risqué, notamment par rapport aux fonctionnalités qui y sont liées, et ça fait qu'on perd le contexte des branches qu'on a créées, mais la plupart du temps, ça va être préféré parce que ça permet d'avoir un historique propre et ça évite d'avoir ce commit de merge qui peut venir polluer l'historique. On va parler un peu plus du Rebase. La règle d'or. Alors, ne jamais rebase sur une branche publique. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Parce que je pense que tous ceux qui ont touché au rebase ont au moins fait cette erreur une fois. Non, non. Si tu regardes un peu le schéma, qu'est-ce qui te choque? Ouais. Ne jamais rebase une branche publique. C'est-à-dire de mettre le contenu de ta branche main ou développe derrière ta branche de feature. En gros, faire le rebase dans le mauvais sens. Et ça, quand ça arrive, généralement, vous n'êtes pas bien. Surtout sur des gros projets. Donc, c'est le truc absolument à respecter. Donc, il y a un deuxième truc à respecter. Vous savez que si vous gérez des conflits avec le rebase, je ne suis pas rentré dans les rebase continue, les rebase abort, voilà. En plus, vous êtes nombreux à utiliser rebase, donc je pense que vous connaissez un peu. Par contre, vous connaissez aussi tirer force. Et vous avez jamais cette petite appréhension quand vous utilisez un truc où vous vous dites c'est bizarre qu'on ait besoin d'utiliser ça parce que ça sonne tellement comme une idée de merde. Eh bien, c'est pas pour rien. Imaginez, je crée une branche feature. Entre-temps, j'ai un autre commit qui s'est rajouté sur main. Donc, je vais avoir besoin de faire un rebase. Enfin, de toute façon, j'ai besoin de faire un rebase quoi qu'il arrive. Mais là, j'ai un commit en plus qui peut générer un conflit. Sauf que John, mon partenaire dans mon équipe, ajoute des commits sur ma branche et les push. John est un peu con. Ce git flow, tout ça, aux oubliettes. Je vais faire un rebase sur main sans avoir fait de pull avant. Là, c'est moi qui suis un peu con. Mais normalement, ma branche n'est pas censée être touchée par d'autres personnes. Donc, je ne peux pas vérifier. Et, du coup, je fais un push force. Et qu'est-ce qui se passe? Au revoir, John. Tes commits ne sont plus sur la branche. Pourquoi? Parce que le push force réécrit l'historique. Et si je vous disais qu'il y avait un moyen d'éviter ça, avec une autre option. Donc là, l'idée, c'est de ne plus utiliser push-f, mais force with Liz. Et ce truc-là est un peu magique, parce que ça empêche le push d'être effectué entre sa branche locale et la branche distante. Donc, je vous invite à l'utiliser plus régulièrement, enfin, en tout cas, d'utiliser ça plus régulièrement, parce que ça vous permet d'éviter ce genre d'écueil. Bon, maintenant, si quelqu'un dans votre équipe s'amuse à toucher à vos branches sans que vous soyez au courant, il y a d'autres solutions plus expéditives, dont je tairai les noms. En conclusion, on retourne un peu sur cette histoire de merge. Moi, généralement, ce que je conseille, c'est d'utiliser les merges quand il s'agit d'une équipe avec peu de connaissances sur Git pour éviter les ennuis, pour éviter les soucis. Pour des petits projets aussi où il n'y a pas forcément besoin d'énormément de gens, de complexité. Là où, par contre, sur des projets plus complexes, des gros projets d'entreprise, le rebase est absolument à privilégier pour derrière pouvoir utiliser tous les outils suivants, notamment tous les outils d'analyse et de recherche qui ne sont pour la grande majorité qu'utilisables avec des rebases, en tout cas avec un historique propre. J'en parle vite fait, mais ça, je pense que pas mal le connaît, le cherry pick. En gros, vous prenez l'ID d'un commit, vous rapatriez ça et vous affichez avec un checkout ou avec un switch le contenu de ce commit.
et que vous pouvez ensuite venir greffer sur la branche de votre choix. Souvent, j'en parle ici parce que c'est une forme de merge, une forme de rebase également. Enfin, c'est un truc un peu entre les deux qui peut avoir des effets pervers par ailleurs. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Non, c'est un par un. Mais il y aurait des astuces. Mais je vais en parler un peu après. Parce que j'ai parlé de Rebase. Ceux qui connaissent bien le Rebase, il y a un truc super important dont je n'ai pas encore parlé. J'en parlerai plus tard. Donc, on dit, je vais faire mon commit. Sauf que j'ai oublié un fichier. Chose qui n'arrive jamais. Personne n'a jamais oublié de fichier avant de faire un commit. Et donc, généralement, le réflexe de la plupart des gens, c'est de faire un deuxième commit, missing, fichier, machin, voilà. Vous avez forcément un commit comme ça quelque part dans votre repo, j'en suis persuadé. Donc, alors, comment on peut corriger ça sans avoir à faire ce deuxième commit? La solution numéro 1, c'est d'utiliser une commande qui s'appelle git revert. Elle est très simple, en fait, elle va créer un nouveau commit qui va faire l'exact inverse de votre commit précédent. Sauf que bon, bah, c'est pas très pratique parce que dans votre historique, ça veut dire que vous avez un deuxième commit qui dit bah, je fais l'inverse de ce que j'ai fait avant. On a fait mieux. Deuxième option, git reset head. Dit d'un commit, bien évidemment, mais le head, je voulais parler du head parce que c'est un truc qui peut s'utiliser très souvent dans les commandes git avec le petit chapeau et 1, 2, 3 derrière. En fait, ça veut juste dire votre head, c'est votre état courant. C'est le commit sur lequel vous êtes actuellement, le dernier. Et si vous faites chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, j'ai plus le nom du truc, eh ben, vous reculez d'autant de commits dans votre historique. Si vous allez chercher le commit juste avant ou avec deux commits avant, 3 commits avant, 4 commits avant. Et si vous avez une bonne idée de votre historique de commit, en tout cas sur votre branche, bah, c'est plus pratique que d'aller chercher l'ID de chaque commit. Donc, c'est plutôt utile. Donc là, l'idée, c'est quand je fais un reset avec ça veut dire que je reset mon dernier commit, je réajoute les fichiers, parce que du coup, tous mes fichiers étaient redevenus non stashés et non stagés, non indexés en gros. Et derrière, j'ai juste à refaire le commit avec même message. Mais là encore, hein, c'est quand même pas très pratique. Hein. Là, je fais ça en 3 lignes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Eh bien, si, il y a moyen de faire mieux. En fait, cette fois, on va commencer par ajouter ce qui manque, notre fichier manquant, et on va faire un commit amend. Et on va rajouter 2 options, no edit et no verify. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va recréer le commit avec le nouveau fichier qui a été inclus. C'est littéralement fait pour les têtes en l'air comme moi. Et les no edit, no verify, pour décrire rapidement ce que c'est. No edit, ça veut dire que vous récupérez exactement le même message de commit que vous aviez avant. Et no verify, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, permet d'éviter que si vous avez configuré des hooks, ça se redéclenche. Alors maintenant, ça c'était un peu le cas bateau, le cas facile. Qu'est-ce qui se passe si on ne s'est pas trompé que sur un seul fichier, mais sur une cinquantaine, par exemple? Pas beaucoup. Non, autant pour moi, je dis l'inverse. Donc, ce que je vous ai présenté fonctionne même si vous avez que des dizaines de fichiers. Si vous êtes trompé que sur un seul fichier et que vous n'avez pas envie de reset l'intégralité de ce que vous avez fait, ben, il y a aussi une option. Ça s'appelle git restore. Et ça permet de restaurer le fichier dans une version antérieure. Et là, vous vous dites workspace, stage, source, head. Alors, sinon, la ligne de commande est exactement la même, mais c'est quoi ces options? Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas des termes qu'on emploie souvent, qu'on entend souvent, mais pourtant, ils sont assez importants parce que vous les utilisez sans le savoir. Faisons un petit schéma. Alors, normalement, dans l'ordre des choses, vous faites d'abord un add des fichiers que vous avez modifiés, puis un commit, puis un push. Et ces 3 étapes, en fait, bah, elles ont à chacun une incidence sur ce que vous avez sur votre machine. En l'occurrence, dans votre workspace, donc la première colonne,
c'est vos modifications à l'instant T. C'est là, maintenant, je suis en train de modifier un fichier, pouf, ma modification est dans mon workspace. Je fais un add. Je n'ai pas encore fait de commit. Je n'ai pas encore modifié mon repository local. J'ai juste ajouté un fichier. Quand un fichier est ajouté, il part dans l'index. Généralement, quand vous faites un git status, c'est la différence entre le rouge et le vert. Si vous voyez de quoi je parle. En gros, un fichier qui a été modifié mais qui n'a pas été ajouté s'affiche en rouge, un fichier qui a été ajouté s'affiche en vert, pour dire qu'il est bien inclus dans l'index. Et ce qui est commité après, avec votre message, etc., c'est le contenu de votre index. Et du coup, ça permet de modifier votre local repository et ensuite vous pushez votre local repository sur le remote et après le reste, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Du coup, workspace, index et votre head c'est votre état actuel, le dernier commit qui correspond du coup à votre local repository. Mais en fait, c'est simplement les 3 étapes que vous franchissez à chaque fois que vous voulez, jusqu'où vous voulez aller pour faire le push. Et combiné avec Restore, comment ça se présente? Eh ben, c'est très simple. Comme ça permettra de clarifier les choses. Imaginons là, je fais un git status, j'ai une modification. J'ai mon fichier lib.main.dart, celui-là vous le connaissez normalement. Vous faites un git restore avec -- worktree lib main. Et quand je refais un git status derrière, c'est vide. Pourquoi? Parce que toutes les modifications workspace, donc c'est tout ce qui n'a pas été ajouté, je les reset. Maintenant, si je fais avec stage, j'ai fait un add avant cette fois, mon fichier est dans l'index. On le voit ici, c'est plus rouge, c'est vert. Je fais stage, ça redevient rouge. Ça fait quitter l'index pour revenir dans le workspace. Le fichier n'est plus ajouté. Enfin, si je mets source head, donc mon local repository, là c'est encore plus radical. Même si c'est ajouté, c'est complètement retiré, même du workspace. Et vous savez quoi? Avec le reset qu'on a vu tout à l'heure, ça marche aussi. C'est juste pas les mêmes arguments. Le git reset, par défaut, en fait, va fonctionner un peu comme le stage. Et pourquoi tu veux pas? Ah, voilà. Petite animation. Ça marche ou pas? Chromecast, oui, je crois, oui. Ah, voilà. Non. Là, vous le voyez, ouais. Ouais, bah, voilà. Donc là, vous avez des fichiers dans l'index, hop, ça disparaît. Et ça redevient dans le workspace. Donc c'est le deuxième cas qu'on a vu tout à l'heure, celui avec le stage. Donc ça, c'est soit qu'on utilise git reset ou git reset mixed, qui au milieu, du coup, ça tombe bien, qui est l'argument par défaut quand vous mettez rien, quand vous utilisez juste reset. Mais il y en a 2 autres. Il y a la version soft, qui est l'équivalent de notre worktree de tout à l'heure. C'est-à-dire que notre index, en fait, c'est l'équivalent sans tout à fait l'être. Notre index, par exemple, j'avais modifié F1 et ajouté F2. Si je retire ce commit, je reviens précisément au commit précédent, mais mes modifications sont toujours indexées. Enfin, après le soft, il y a le hard. Là, c'est comme le source head de tout à l'heure, on reset tout. On revient à notre état initial, vraiment intégralement au commit précédent, et on retire toutes les modifications, y compris dans la partie worktree. Donc, on a vu le reset, on a vu le restore, on a vu c'était quoi tout ce qui était worktree, index, etc. Et si on essayait d'aller plus loin? Par exemple, là, j'ai une branche, j'ai un vieux commit, j'ai une branche que j'ai pas envoyé, qui traîne comme ça depuis 2 semaines. J'ai fait je crois une quinzaine de commits dessus. Il y en a qui servent à rien et il y en a qui font des centaines de lignes. Bon, paraît compliqué là comme ça. On se dit bon, on va peut-être tout recommencer de zéro, sauf que là, non, il y a 2 semaines de boulot quand même. On a une solution qui est plutôt sympa. Ça s'appelle le rebase interactif. Et globalement, en résumé, le rebase interactif, ça consiste à dire il n'y a rien à voir ici, circuler. Ce que ça va faire quand vous allez faire un rebase interactif, alors c'est assez différent du rebase classique, dans le sens
où vous allez pouvoir éditer les commits que vous souhaitez. Là, admettons, voilà, je vais faire git rebase-i, c'est la commande de base, et je vais faire add, et je vais remonter d'un certain nombre de commits. Là, en l'occurrence, dans mon exemple ici, c'est ce qui s'affiche quand je tape la commande avec add 3. Oui, chapeau ou tilde, ça fait la même chose. C'est exactement la même chose. Et vous regarderez en haut, vous voyez que j'ai 3 lignes, et chacune de ces 3 lignes correspond à un commit. Derrière, j'ai tout un descriptif d'aide pour m'aider à savoir comment je gère mon rebase. Mais le contenu important, c'est les 3 lignes qui commencent par pic là-haut. Et ça commence par pic, mais on va les faire commencer par autre chose maintenant. Par exemple, si je veux modifier un commit, si je veux modifier le contenu d'un commit, c'est-à-dire rajouter des fichiers, un peu comme ce que j'ai fait avec le commit amend de tout à l'heure, mais aussi changer le message. Imaginons j'ai un commit qui date d'il y a 6 ou 7, qui est en retard de 6 ou 7 commits. J'ai envie de changer le message, mais là, le commit amend, ça marche que sur le dernier commit. Celui-là, le message, je n'avais pas vu, j'avais fait une grosse faute d'orthographe immonde. Je vais peut-être vouloir essayer de le changer, mais là, le commit amend ne marche pas. Et avec ça marche. Vous changez le pic par edit, et globalement, toutes les fonctionnalités dans le rebase interactif consistent à changer l'action qui va se trouver devant chaque commit. Et là, quand je quitte l'éditeur, avec Nado, d'où la remarque de tout à l'heure, parce que j'essaie avec Vim, ça marche moins bien. Je vais vraiment me faire taper dessus. Vous quittez l'éditeur et Git revient au commit avec l'edit. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire un check-out du commit que vous avez marqué en edit. Et il va vous dire, vous allez faire un git commit amend avec toutes les modifications que vous allez vouloir faire, y compris le message, y compris rajouter des fichiers, retirer des fichiers, etc. Et une fois que vous êtes satisfait, une fois que vous avez fini de faire ce que vous voulez modifier, vous faites git rebase continue. Et soit il termine le rebase si vous n'avez qu'un seul edit à faire, soit si vous avez plusieurs edits, il va passer au suivant. Et de cette manière, vous allez pouvoir modifier toute une série de commits d'un seul coup. Mais ce n'est pas le seul truc qu'on peut faire. Vous vous souvenez quand je vous disais que j'avais beaucoup de commits, imaginons que j'avais beaucoup de commits qui ne servent à rien et je ne veux pas polluer mon develop, mon main avec un nombre de commits trop important. Imaginons, j'ai quand même fait mon missing file de tout à l'heure. Je vais peut-être éviter de le mettre. Eh bien, je peux les regrouper. Vous connaissez peut-être le terme squash, parce que normalement, sur GitLab, GitHub, etc., cette fonctionnalité-là existe. Parce que vous savez comment ça marche en arrière-plan. Eh bien, de cette manière. C'est-à-dire que là, sur mes 3 commits, je vais mettre squash sur les 2 derniers. Et ce que ça va faire, c'est que ça va tout regrouper dans le premier. Alors ici, on ne le voit pas, mais le commentaire du commit va être agrémenté des messages de commit, des commentaires des commits précédents. En fait, il va faire un commit avec un message beaucoup plus long pour rappeler l'historique de qu'est-ce qui a été fusionné là-dedans. Et voilà, c'est très pratique. Et vous savez qu'on peut aussi faire dans le sens inverse. On peut regrouper, mais on peut aussi diviser. Imaginons, vous êtes sur un énorme refactoring que vous avez fait en mode tunnel pendant 2 semaines. Et là, vous faites tout en un seul commit. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Parce que vous vous souvenez du edit de tout à l'heure quand je vous disais que vous pouviez modifier des choses? En fait, à partir de là, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous faites un git reset qui vous remet en fait tout le contenu à renvoyer et vous ajoutez progressivement ce que vous avez envie d'ajouter. Vous faites un premier commit, puis vous ajoutez les fichiers suivants, vous faites un commit, etc., jusqu'à ce que le nombre de commits vous convienne. Là, on en fait 2. Puis je fais un rebase continue, ce qui m'amène à transformer ce commit en 2. Et potentiellement plus. Ça pourrait être une dizaine, par exemple. Et le dernier problème, mais celui-là est un peu moins important, on peut bien sûr drop également des commits. C'est qu'une partie des fonctionnalités du Git rebase qui existent. Il y a plein d'autres possibilités, mais qui sont un peu plus ponctuelles, un peu moins intéressantes de prime abord. Donc voilà, comme ça, vous pourrez tricher la prochaine fois. Si vous avez un lead tech qui regarde tous vos commits pour voir si vous avez bien fait votre TDD comme il faut et tout. Donc voilà, on en a fini pour la réparation d'erreurs. Maintenant, on va aller voir un peu
maintenant qu'on a réparé nos erreurs, comment on peut s'y retrouver là-dedans quand on n'a pas d'interface graphique? Avec une interface graphique qui affiche tout en inline, tout proprement, bah, ça va, c'est pas difficile. Maintenant, quand on n'a que la ligne de commande, imaginons, vous voulez voir l'état sur un serveur directement, qui n'a pas d'interface graphique. Bah, on va aller voir ça en ligne de commande. Et le premier que je vous propose, bah, vous le connaissez peut-être parce qu'il est assez connu, bah, c'est Gitlog, tout simplement. Et Gitlog, ça vous montre l'historique des commits. Mais c'est un peu moche. Ouais, c'est clairement moche. On va pimper ça. Alors déjà, première commande qui est très utile, c'est le one-line. Oh Ah, c'est ouais, c'est ça. Effectivement. Je suis mal barré alors. Ça Hein. marche bien ou pas dans l'historique? C'est bon? C'est bon. Donc on a git log one-line. Et là, bah, les commits qui font tous une ligne, pas plus. Et ça me permet de remonter tout l'historique du projet. C'est assez pratique. Et ça permet aussi, en une seule ligne, de dire où se trouve actuellement mon flux, où se trouvent mes branches, qu'est-ce qui a été push, qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui existe, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on peut avoir, par exemple, dans des produits IntelliJ. Ça va ressembler un petit peu à ça. Et c'est pas la seule chose qu'on peut faire. On a aussi graph. Imaginons, on ne fait pas de rebase, on fait des merges. Et là, on a normalement l'historique avec toutes nos branches. Et là, avec le one line, c'est beaucoup plus dur de s'y retrouver. Heureusement, on a graph qui va nous permettre d'avoir un affichage coloré, pareil, qui ressemble à ce que vous pouvez avoir dans les interfaces graphiques, qui va nous dire en fait l'état actuel en prenant en compte toutes les branches présentes et passées, pas les futures. Avec ChatGPT peut-être un jour, mais on peut aller encore plus loin. Parce qu'il est possible, dans le git config, ou même avec des lignes de commande, de définir un alias avec log-graph de 10, avec un format particulier que je veux en jaune, avec un reset, avec du vert là-bas, avec voilà, avec pas mal de choses. Merci. Et ça donne quelque chose dans ce genre-là. Et cette fois, avec juste 2 lettres, un N qui veut dire je remonte jusqu'à 5 commits, ça peut être plus que ça peut être pas du tout, et derrière, en fait, ça défile. Donc, il y a moyen en fait, d'aller très, très loin dans la configuration. J'ai déjà vu des fichiers qui faisaient une cinquantaine de lignes. Ouais, non, il y en a qui s'amusent bien, enfin, j'espère. Donc ça, c'était pour le log. Maintenant, on a le diff. Alors le diff, là, je suis le premier à dire que c'est quand même plus pratique avec une interface graphique. Mais on peut trouver des choses intéressantes. Par exemple, là, on voit clairement quelque chose dont vous êtes sans doute familier, c'est le diff que pourrait faire n'importe quel système de gestion, GitHub, GitLab, la version Atlassian, c'est Bitbucket, merci, en comparant les différences, en comparant qu'est-ce qui a été retiré, qu'est-ce qui a été transformé. Là, par contre, on voit que j'ai une petite transformation que j'ai juste commenté 2 lignes, mais on peut aussi tout simplement dire je veux juste que tu me colories ce qui a changé. Là, par exemple, j'ai juste rajouté cette ligne-là. Il va juste me rajouter cette ligne-là, sans les moins, sans les plus, de façon très standard. Et pareil, c'est différents formats qu'il existe selon ce qui vous sert pour vos pools ou vos merge requests. Soit vous avez les petits plus, les petits moins, soit vous avez directement de la couleur. Voilà, c'est des options qui existent. Il y a d'autres options, bien sûr. Je peux faire le différentiel juste sur un fichier. Je peux faire le différentiel entre ce qu'il y a dans mon index et ce qu'il y a dans mon head, donc dans mon local repository, en gros entre ce que je vais committer et ce qui est déjà commité, et carrément même un diff entre 2 commits, un range de 2 commits. Et puisqu'on parle de range, vous êtes peut-être déjà posé la question, vous faites un rebase bien complexe, genre vous êtes 3 à avoir travaillé sur la même fonctionnalité, c'est le bordel. Vous vous retrouvez à faire un merge, à faire un rebase avec des blocs, vous n'en sortez pas. Vous arrivez enfin à quelque chose, votre rebase est terminé,
Mais vous avez toujours cette petite appréhension de vous dire, mais est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que j'ai pas supprimé du code sans faire exprès? Vous avez toujours cette petite appréhension-là. Ben, il y a un outil qui permet, un peu comme un checksum, de faire ça. Et ça s'appelle RangeDiff. En fait, le prérequis, c'est que la branche de base existe toujours. Si votre branche de base existe toujours, ben, en fait, on va tout simplement vérifier les différences entre 2 intervalles de commit. Un exemple parlera mieux. Imaginons, j'ai fait ma branche de feature et j'ai fait mon rebase ou mon merge. Bon, le merge marchera un petit peu moins bien, mais faut imaginer que c'est un rebase. Donc, du coup, j'ai les commits de ma branche qui se retrouvent dans mon main et j'ai rebase. Le fait de faire ça va permettre de comparer pour vérifier quelles sont les différences entre ces 2 intervalles de commit. Donc, de F1 à F3 et de F1' à F3'. Il va prendre tout le contenu de ces 2 intervalles de commit et va tout vérifier. Et c'est un bon moyen de vérifier si vos données sont clean, si vous n'avez pas eu d'oubli, si vous n'avez pas eu de différence majeure derrière ça. Alors maintenant, on part sur un petit challenge. Je veux trouver l'origine d'un bug qui traîne depuis 2 mois dans un legacy de 5000 lignes, dans un projet qui n'a pas de documentation, où je n'ai pas la stack trace de l'erreur. Limite, si on n'arrive pas à le reproduire, mais on arrive à peu près à le reproduire. Et le tout sans aspirine, bien sûr. Il y a une commande pour ça. Et alors, celle-là, elle est assez amusante. Git bisect et est-ce que vous jouiez au chaud-froid quand vous étiez petit? Ah, c'est un peu ce principe. Vous allez commencer par un git bisect start. Vous allez démarrer une forme de recherche. Qu'est-ce que ça va rechercher? Ça va rechercher le commit qui est à l'origine du bug que vous cherchez. Et pour ça, vous allez lui indiquer l'ID d'un commit où le bug est présent et l'ID d'un commit où le bug n'est pas présent. Vous allez indiquer le bad et le good. Et à partir du moment où vous avez tapé ces 3 commandes-là, il va commencer à y avoir des choses et il va faire ce qu'on appelle une recherche dichotomique entre cet intervalle de 2 commits. Et il va check out un commit, pas tout à fait au hasard, mais suivant l'algorithme de recherche dichotomique. Il va le check out et il va vous demander de vérifier, vous, manuellement, si le bug est toujours là. C'est-à-dire que vous pouvez juste exécuter votre code et le mettre sur votre téléphone et vérifier si votre bug est là ou pas. Et derrière, vous allez dire à Git, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Si vous dites, par exemple, c'est bad, le bug est toujours là, il va venir check out un commit suivant, pareil, en suivant cet algorithme de recherche. Vous allez lui dire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et au fur et à mesure que vous allez lui indiquer ça, il sera capable de s'y retrouver et de trouver le commit responsable de votre bug avec ce système de recherche. Donc, commit avec le bug, commit sans le bug. Voilà. Je prends cet intervalle de 5 commits qui se trouvent là. Je vais lui dire, tu fais start, je te donne le mauvais, je te donne le bon. Bisecting. En gros, il estime à peu près qu'il faut que je check une révision en plus de celle-là. Donc là, il m'a mis sur ce commit-là, qui porte ce commentaire. Là, imaginons que je reteste et tout. Là, je vois que ça fonctionne toujours. Donc, ça fonctionne toujours. Je dis c'est good. Hop, je passe à la révision suivante. Il me check out un autre commit. Et pareil, il me demande de dire si c'est bon ou pas. Là, je lui dis, non, là, j'ai encore le bug, c'est pas bon. Et là, il est capable de me dire, ah, c'est ce commit. C'est le premier où on constate l'erreur. Donc, si vous avez un bug qui traîne et que vous ne savez pas quoi en faire, je peux vous jurer que ça sauve des vies. Et je ne dis pas ça, genre, j'ai chopé ça sur un tuto, je l'ai fait dans de vrais projets. Sur des bugs où on n'arrivait pas à s'y retrouver, des trucs atroces. C'est extrêmement utile, je vous recommande vraiment cette commande-là, qui est très peu connue, mais qui est très, très pratique. Je ne sais pas combien de temps il me reste, par contre. Je n'ai pas noté le chrono. Il reste 10 minutes? Non, c'est interdit, c'est 10, 30. Non, mais j'ai bientôt fini, promis. Quelques commandes en vrac, je suis sur la fin. Git grep, c'est comme le grep que vous avez sur Unix, sauf que là, vous pouvez le faire sur un intervalle de commit, sur plusieurs commits. Là, par exemple, je lui dis, je veux que tu me cherches widget flutter binding
dans mon head, donc dans mon truc courant, et dans mon commit juste avant. Et potentiellement, je peux en rajouter d'autres derrière. Je peux rajouter 2 commits avant, 3 commits avant, 4 commits avant, etc., etc. Et là, il est capable de me dire, en me spécifiant à chaque fois dans quel commit ça se situe, où je trouve ces termes-là. Très pratique quand vous voulez faire une recherche pour éviter d'avoir à changer de branche à chaque fois. Git show, pas forcément très intéressant là encore si vous avez une interface graphique, mais ça va tout simplement montrer le contenu d'un commit. Et là, bon, j'ai pas la place de tout afficher, mais il faut imaginer qu'il y a vraiment tout le contenu, toutes les modifications qui sont montrées. Et enfin, le git blame, celui-là, vous le connaissez peut-être un peu. Hein. Le git blame, bah, tout simplement, c'est pour voir, pour un fichier, chaque ligne, la dernière modification, quel commit l'a réalisé, par qui, à quelle heure. Ça n'indique pas la méthode de sanction qui va avec s'il y a vraiment une grosse entourloupe, mais déjà, on arrive assez loin. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour sur l'analyse et l'entretien, comme je vous le disais, ça va être assez rapide. Je le présente pour la forme parce qu'il y a quand même des trucs un peu intéressants. Par exemple, faire des backups. Il y a un outil pour ça, Git Archive. Ça va permettre de générer une archive dans le format de votre choix. Là, en l'occurrence, j'ai choisi zip. Et c'est très intéressant à mettre dans une CI pour avoir en mémoire l'historique du code si jamais il y a un drame, si jamais il y a un piratage, par exemple. Voilà, ça peut être très utile pour avoir de la redondance sur ces données. GC. Qui est familier avec ce terme? Ouais. Donc tous ceux qui ont fait un peu de Java. À mon avis, il doit être nombreux. Si je dis pas d'erreur, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble qu'il y en a. Il y a une forme de garbage collector en Flutter aussi. Enfin en Dart. Ouais. Bah, en l'occurrence, Git, ça existe aussi. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez jamais à l'appeler. C'est une commande qui existe, qui est appelée par des sous-systèmes, mais généralement, vous n'avez pas besoin d'appeler parce que quand vous faites un pull, un push ou merge rebase, bah, en fait, il va l'appeler implicitement, la plupart du temps. Et c'est lui qui a son propre algorithme pour savoir à quelle fréquence il va l'appeler. En fait, plus votre repository va être actif en termes de commit, de pull, de push, plus il va l'exécuter souvent. Et le principe, bah, c'est tout simplement, il va retirer du repository les commits perdus. Les commits qui sont reliés à aucune branche, qui sont reliés à aucun historique. En gros, des commits qui ont été créés, qui sont perdus dans le vent. Ça permet de purifier en quelque sorte son repository. Voilà, bien sûr. Alors le dernier, alors celui-là, il est amusant. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait fortement penser à quelque chose. Diagnose, plus Output Directory, en fait, permet de générer une archive. Et dans cette archive, il y a des informations générales sur la machine de l'utilisateur, sur le client utilisé, sur l'état du repository, etc., etc. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à une commande que vous avez l'habitude d'utiliser? Et bien sûr, sinon c'est pas drôle. C'est pas grave. Non, si je vous dis diagnose, qui fait des diagnostics? Ouais, exactement. Flutter Doctor. Parce que globalement, c'est à peu près la même utilisation. Et souvent, quand vous allez poster un bug, par exemple, sur les repositories open source d'un développeur de librairie, bah, c'est la première chose qu'il va vous demander. Et bah, Git, en fait, c'est inspiré, alors pas de Flutter Doctor en particulier, mais de l'idée de dire, voilà, si quelqu'un donne un bug, bah, j'aimerais bien avoir le contexte de sa machine pour savoir qu'est-ce qui peut causer ça. Bah, c'est exactement la même idée. C'est que Diagnose a été conçu dans l'idée de pouvoir fournir aux développeurs suffisamment d'informations pour pouvoir reproduire le bug et savoir d'où provient le souci. Et par contre, c'est une prise de conscience qui est extrêmement récente, c'est-à-dire qu'elle est littéralement dans la dernière version. C'est la dernière fonctionnalité de Git actuelle. Et je trouve que c'était une bonne fonction, une bonne ligne de commande pour conclure avec la dernière commande Git qui existe à l'heure actuelle pour vous dire le mot de la fin. Comment vous dire? Il y a 2 ans, 2-3 ans à peu près maintenant, j'étais embarqué dans une mission où j'ai fait un paquet de conneries avec Git. Mais genre vraiment. Et en fait, et sur des trucs assez bateaux, hein, sur du rebase. Je parlais de faire l'erreur de rebase une version publique sur une branche de feature. Je l'ai fait. Foutre le bordel dans les commits, je l'ai fait. Par contre, le seul truc intelligent
dans tout ce bordel que j'ai réussi à faire, bah, c'est de me dire, bah, clairement, j'étais pas à jour sur Git. Clairement, j'étais pas suffisamment bon, donc faut que je me forme. Et ce meet-up, bon, je me suis formé bien avant ce meet-up, mais ce meet-up a été l'occasion aussi pour moi d'approfondir et d'aller chercher des informations, d'aller découvrir un peu ce qui existait sur Git et de voir que, bah, c'était beaucoup plus dense que l'utilisation quotidienne qu'on en avait, qu'il y avait beaucoup d'outils qui étaient extrêmement pratiques qu'on pouvait utiliser sur le terrain. Donc, tout ça pour vous dire, c'est encore freeze, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est très bien comme écran. Tout ça pour vous dire, je vous invite à être curieux avec des outils qui pourtant semblent anodins parce qu'ils font partie du paysage. Je vous invite à aller voir un peu ce qui peut se faire. Il y a des très bons tutos qui sont dispo un peu partout sur Internet qui vous expliquent très bien. Je vous transférerai le PowerPoint avec un ensemble de liens. Chaque slide aura ses propres sources, ses détails sur des choses que je ne connaissais pas. Voilà, je vous invite à faire preuve de curiosité et d'aller les voir. Et c'est tout. Il y a marqué merci. On va faire un petit tour de questions-réponses. Ouais, ça tombe bien. Voilà. Ouais. Déjà, merci beaucoup. Enfin, c'est super riche et intéressant. Pas trop, j'espère. Si. Et c'était sur la question différence entre Git merge et Git rebase. Ouais. Je n'ai pas trop compris parce que, enfin, pour moi, c'est imposé par GitHub ou GitLab, non Non. Alors, est-ce que tu peux juste reformuler la question pour, Ah oui. Du coup, ce que tu me dis, c'est le Git merge, le Git rebase. En fait, la différence entre eux, c'est pas très important parce que c'est imposé en fonction d'une plateforme. Bah, en fait, non, c'est imposé par celui qui configure la plateforme. En ligne de commande, tu es totalement libre de faire l'un ou l'autre. Et là, c'est plus généralement des décisions stratégiques au sein d'une équipe. Il y a l'interface GitHub, parce que souvent, il y a une review, un test. GitHub, c'est tout à fait possible de le faire avec du rebase. C'est vraiment une question de configuration. Ouais. Moi, j'ai une question sur tout ce que tu as montré. Visiblement, tu pousses un peu plus le rebase sur les gros projets. Parce que en gros, tu as un historique un peu plus propre. Et justement, avec l'option de faire du squash et du coup de voir en fait les features qui se mergent sur Develop et qui font qu'en fait on a une superposition de features qui se rajoutent. Je vois pas ce qu'on perd en termes de lisibilité versus du rebase qui peut être risqué, quoi. Le fait d'avoir un arbre beau versus un arbre qui a à peu près la même tête mais moins risqué. Bah en fait, ouais, donc désolé, il faut prendre le réflexe. Alors, rebase versus merge, donc si je comprends le fond du propos, c'est pourquoi on a à ce point besoin de la lisibilité d'un rebase par rapport à la lisibilité qu'offre le merge de base. En fait, le rebase, l'avantage, c'est que ça va te permettre effectivement déjà de faire le squash, parce que c'est une des fonctionnalités du rebase, et plein d'autres choses. Ça va permettre de garder un historique qui est assez clean. Et derrière, ça va permettre énormément de choses. Déjà, en fait, la majorité des commandes d'analyse que je montrais, c'est par exemple, tu fais un git log, bah, tu vois, juste avec un one line, tu vois l'enchaînement de toutes tes fonctionnalités, de toutes tes features, ce qui est moins facile. Après, si tu es à l'aise avec ça, très bien. En soi, je ne vais pas dire qu'il faut absolument faire du rebase et le merge, c'est tout pourri, parce que du merge, j'en ai fait pendant 7 ans. Avant qu'en entreprise, on me dise maintenant, il faut que tu fasses du rebase. Ah, bah, ok. Donc, je ne vais pas dire merge, c'est très bien pour commencer. Mais sur des projets un peu plus denses où justement, on va venir exploiter un peu plus les fonctionnalités de Git, et notamment les fonctionnalités d'historique, bah, ça peut avoir beaucoup d'avantages. Et une des dernières missions que j'ai fait, un des avantages qui était mis en avant, c'est que le fait que l'historique Git permettait de faire les patch notes des applications. Et on se basait là-dessus. En fait, il y avait tout un flow qui était très dense de gestion Git. Et le fait de procéder comme ça, en fait, on aurait procédé avec des merges, on aurait des commits de merge qui auraient pollué un peu partout. On aurait eu un historique qui montrait les features pas dans le bon ordre aussi, parce que c'est l'autre problème avec l'historique géré avec les merges. Donc voilà, là, en fait, tu n'as pas besoin de rebase pour que ton projet fonctionne. Mais si tu veux pousser les curseurs un peu plus loin, si tu veux pouvoir t'organiser un peu mieux avec ton équipe, c'est préférable faire du merge.
Ok. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, non, carrément. D'accord. Après, c'est beaucoup une question d'opinion aussi là-dessus. Encore une fois, on va pas venir t'engueuler parce que tu fais du merge, globalement. C'est pas, pas moi en tout cas. Oui. Dans les entretiens de Rico, est-ce que tu as une commande magique qui supprime toutes les branches, anciennes branches qui ont déjà Attends, faut que je réfléchisse un peu. Donc la question c'est est-ce qu'il y a une commande magique qui permet de supprimer tous les repos qui existent toutes les branches locales? J'aimerais bien. Non, malheureusement. Alors, c'est possible que ça existe. C'est possible que ça existe, mais je ne les connais pas. Oui, c'est ça, ouais. Ah, bah, alors dans ce cas, je connais, parce que vous savez qui appelle Git prune? Git GC. Git prune est une commande qui est appelée par Git GC. Entre autres choses. Il appelle 4 commandes en tout. Je les ai plus toutes en tête, mais prune fait partie de ces commandes-là. Ouais. Au moment, tu as parlé de rework, je crois, on est en arrière. Il y avait restore, il y avait reset et il y avait revert. Le restore et le checkout, c'est dans la même chose. Oui, totalement. C'est dans la même. Oui, alors du coup, je vais y arriver. La question, c'est le restore, c'est la même chose que le checkout. Oui, tout à fait, mais c'est un peu ce que j'expliquais au début. L'objectif de l'équipe de Git, c'était de fournir plus de mots-clés pour que ce soit plus intuitif, plus simple, parce que le checkout avait trop de responsabilités. Mais effectivement, ça fait la même chose. Juste une petite remarque, j'ai été aussi amené à travailler sur des repos un peu qui datent de Mathusalem, ou qui faisaient déjà plusieurs gigas en fait. Et du coup, tu parlais d'entretien du repo. En fait, ici, vous avez eu tendance à stocker les binaires dans le repo, sachant qu'il y a eu moult versions. Et du coup, je savais donc à travailler là-dessus. Et en fait, on avait beau avoir supprimé les binaires, en fait, ils étaient toujours stockés dans l'historique. Ouais. Parce qu'il y avait aussi un continueur qui était aussi sûrement pas top. Et du coup, il y avait une commande derrière, je crois que c'est un outil filter repo qui permet, en donnant un espèce de chemin, qui va retracer tout l'historique et supprimer, et du coup, qui va permettre de compacter. Alors, compacter, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de la commande. Compacter, je sais pas, mais en tout cas, il va quand même te réduire amplement la taille de ton repo. Oui. Alors après, c'est vrai que je connais un peu moins, j'ai un peu moins creusé cette partie-là pour être honnête. Mais je sais par contre qu'il y a un truc qui peut être utile dans ces cas de figure, c'est la durée de l'historique. En fait, tu peux définir une durée d'historique, une durée de maintenance dans ce qui est archivé, dans ce qui est gardé dans le repository. En fait, tu peux supprimer des commits qui datent de plus d'1 an, plus de 2 ans, etc. En fonction de toi, comment vous souhaitez configurer ton projet. Mais voilà, c'est possible avec Git config de gérer un historique pour éviter justement l'accumulation sur des très, très gros projets. Ouais. Il y a une commande dont tu n'as pas parlé. Alors, sans doute, il y en a plein. C'est mon problème, moi, mais cette commande-là, elle m'a sauvé la vie. Quand tu es en train de bosser sur ta branche et qu'on te dit « Ouais, il y a un bug sur mail. » Stash. Alors, j'en ai pas parlé parce que pour moi, il y a une majorité des gens qui l'utilisent, mais je me trompe peut-être. Il y a si peu de gens qui l'utilisent. Ah oui, non, mais après, ça, c'est un autre problème. Non, effectivement, non, c'est moi qui. J'étais persuadé que ça faisait partie des choses un peu connues, mais. Ah ouais? Mais là, je pense que j'ai un énorme biais parce que c'est une commande que j'utilise massivement depuis 7 ou 8 ans. Donc, en fait, et que la plupart des équipes où j'ai été, ils l'utilisaient aussi. Donc, je ne me suis jamais posé la question. Je me suis dit, c'est naturel. Mais je pense que, ouais, clairement, c'est un biais. Donc, oui, Stash, c'est bien. Utilisez-le. C'est très, très bien. Pour expliquer rapidement, est-ce que tout le monde voit à quoi ça sert, Stash? Globalement, s'il y en a qui ont la question. Ça permet de mettre vos modifications de côté. Vous les mettez en cache dans un cache qui est séparé, qui ne fait pas partie d'une branche. En gros, vous sauvegardez tout dans un fichier, un genre de fichier d'archives à part. Et derrière, vous pouvez le restaurer à la demande dans la branche de votre choix. Mais l'idée, c'est surtout quand vous n'avez pas envie, quand vous devez absolument changer de branche parce que vous avez un bug à corriger, par exemple, c'est intéressant que vos changements en cours qui ne compilent pas, par exemple, vous les mettiez de côté, que vous les récupériez tels quels, sans avoir à faire de commit, sans avoir à vous embêter à faire en sorte que votre code il marche. Imaginez, vous êtes en plein refacto,
faut absolument que vous changez de branche pour aller sur master parce que vous avez un hotfix à faire, c'est compliqué de faire un commit à ce moment-là, en tout cas un truc propre. Donc Stash est très utile pour ça. Comment ça dev sur une branche, en compte de dev, merde, je trouve une branche, un git stash, je change de branche, tu mets git stash après, J'ai même une utilisation plus poussée que ça, c'est je l'ai utilisé. Alors, ça va être drôle à dire. Je l'ai utilisé pour faire une forme d'A/B testing du code. Enfin, en gros, j'ai fait 3 versions différentes de code, d'architecture, que j'ai présenté au reste de l'équipe. Et je leur dis, qu'est-ce que vous préférez? J'aurais pu faire ça aussi avec des commits, avec des branches, mais je trouvais ça plus simple à faire avec du stash à ce moment-là. Mais bref. Par contre, il faut faire attention que le stash et qu'il ne stash pas les nouveaux fichiers. Oui, effectivement. Les stash ne prennent pas en compte les nouveaux fichiers, sauf s'ils ont été ajoutés. En gros, c'est à partir du moment où ça a été ajouté dans l'index, globalement, le stash, il va prendre tout ce qu'il y a dans le worktree, dans votre index, et tout ce qui a été ajouté à votre index. Oui. Et c'est encore plus chiant à gérer quand tu as des fichiers qui s'ajoutent de façon cachée. Notamment tout ce qui est fichier autogénéré, je pense au point G, au point freeze, au point truc comme ça, où vous ne faites pas forcément attention, vous ne l'ajoutez pas et pouf. Ah. Oui, effectivement. D'autres questions? On peut mixer les merges et les rebase. J'ai ma feature, je merge master dans ma feature et le rebase. Alors, est-ce qu'on peut mixer le merge et les rebase? Je le déconseille très fortement. C'est pas du tout une bonne idée parce qu'en fait, tu vas récupérer les inconvénients des deux méthodes et quasi aucun désavantage. Donc, c'est très, très peu intéressant de faire ça. Alors, en fait, c'est même pire que ça, c'est que si tu fais du rebase et que tu as des commits de merge, ça va faire un énorme rebase, d'énormes conflits en fait, parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi tu as des duplications. Et c'est comme ça qu'on se retrouve vous êtes peut-être déjà retrouvé dans cette situation où vous comparez des fichiers, qu'il y a un conflit, et vous regardez, et en fait, les deux fichiers sont strictement identiques. Ça, c'est typiquement le cas de figure qu'on peut avoir s'il y a deux commits s'il y a un commit qui a été dupliqué, ce qui peut arriver notamment dans un commit de merge, mais aussi avec le squash. J'en ai pas parlé parce que c'est un cas un peu aux limites, mais il faut se méfier parfois de squash parce qu'il va créer un nouveau commit. Et si vous ne faites pas gaffe, en fait, vous pourrez vous retrouver à avoir 2 fois le même commit qui vont rentrer en conflit. Mais là, c'est vraiment un cas particulier. Si, il y avait des questions. Ouais. Est-ce que tu connais des moyens d'avoir la version de Git qui est installée sur un poste un peu similaire, que les conflits soient les mêmes sur plusieurs postes différents, des applis qui arrivent à faire ça, pour avoir les mêmes versions, pour avoir des conflits globales qui soient. Alors, tu peux, alors j'ai plus la commande en tête, mais je sais que tu peux partager, en fait, simplement partager ton fichier Git config. En gros, toute ta configuration Git, elle va dans Git config, à part les hooks, mais les hooks, comme je disais, c'est un truc à part. Mais globalement, tous les alias, toute la configuration que tu mets en place, tu peux le partager. Par contre, le souci, c'est qu'il faudra faire gaffe à tout ce qui est propre à ta machine. Et notamment, dans le Git config, tu vas avoir ton user name et ton user email. Justement, des ça, je sais que j'en ai eu des problèmes aussi, parce que j'avais un collègue qui n'avait pas la même version de Git, il avait une version Tesla. Avec des scripts, en fait, tu peux modifier le fichier, mais là, j'ai pas tellement d'exemples en tête. Enfin, j'ai pas d'exemple d'outils, en tout cas, qui permettraient de faire ça.